Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 octobre 2019, ceci est le 162e site-rep sur le Donbass. Bon, la connexion internet de Tom n'a toujours pas été rétablie, Orange, ex-France Télécom, faisant entraîner les choses pour ne pas réparer le câble qui a été sectionné. Hein, c'est toujours des pratiques commerciales très sympas pour dégoûter les gens d'être chez la concurrence. Donc je fais encore une fois ce site-rep toute seule, bon, en espérant que cette fois ils vont quand même réparer la semaine qui vient. Donc vraiment désolé pour les conditions dans lesquelles ça se passe, et je sais que ça en perturbe certains parce qu'ils attendent le site-rep sur la chaîne YouTube d'Éveil Français TV. Mais bon, voilà, on est obligé de faire comme on peut dans ces circonstances. Le bilan de la semaine est toujours pas terrible en termes militaires, et on n'avance toujours pas plus non plus sur l'application des accords de Minsk. Donc ça, je vais revenir aussi un peu là-dessus. Puisque du 19 au 25 octobre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 161 reprises, donc on est vraiment un tout petit peu en dessous de la semaine dernière, mais c'est pas transcendant, durant lesquels elle a quand même tiré 10 obus d'artillerie de 122 mm, 15 obus de chars d'assaut, 516 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc on est un petit peu moins que la semaine passée, mais c'est pas une baisse phénoménale. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total quand même de 2081 munitions, donc là on est à plus que la semaine passée. Donc comme je dis, le bilan est quand même pas terrible. Il faut y rajouter les 23 violations et 108 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont 4 obus d'artillerie de 122 mm et 24 obus de mortier de 120 et 82 mm. Le bilan humain est un peu moins pire que la semaine dernière, mais enfin pas de beaucoup. La seule différence, c'est qu'on n'a pas eu de mort cette semaine. Les tirs de l'armée ukrainienne ont blessé 4 soldats par contre, et un civil qui a été blessé à Mineral-Noyer durant les dernières 24 heures. On a eu 19 habitations et bâtiments de type infrastructure ou annexes qui ont été endommagés. Les pertes de l'armée ukrainienne pour cette semaine sont de 9 morts et 7 blessés. Ils ont aussi perdu 4 drones qu'on leur a abattus. La plupart étaient utilisés pour corriger les tirs d'artillerie, mais un était utilisé pour surveiller les mouvements des observateurs de l'OSCE. Donc ça, c'est pas très bon signe quand même quand ils commencent à surveiller l'OSCE, c'est qu'ils préparent un sale coup. Donc voilà, on a bien fait de leur dézinguer leur drone qui avait rien à faire en l'air. Et cette semaine, puisqu'on parle de drones, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE et à leur tirer dessus à l'arme légère pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Mais si l'OSCE a été empêché de faire son travail, les services de renseignement de la RPD, eux, ça ne les empêche pas de faire le leur, et ils ont détecté quand même la présence de 30 pièces d'artillerie, 33 chars d'assaut, 11 véhicules de combat blindés et 2 systèmes de défense antiaérien situés dans la zone où ils sont censés ne pas se trouver d'après les accords de Minsk, et en plus assez souvent installés près d'habitations ou d'infrastructures civiles. Dans le détail, on a 2 obusiers D-20 de 152 mm qui ont été détectés à Ozerianovka, un système antiaérien OSA à Kodema, 12 obusiers Gvozdika de 122 mm et 5 obusiers automoteurs AK-4 de 152 mm à Drushkovka, un BTR à Dzerzhinsk, un à Berezovoye, un autre à Novobakhmutovka. On a 2 BTR et un véhicule de combat blindé à Troïskoye. On a 33 chars d'assaut, 3 obusiers automoteurs AK-4 de 152 mm à Konstantinovka. On a 4 obusiers automoteurs à 4 152 mm à Mangouche, un BMP à Avdeïevka, un autre à Pavlopol, une automitrailleuse BRDM à Novosielovka, 4 lance-roquettes multiples Grad de 122 mm à Yashenskoye, un système de défense antiaérien Strela 10 et 2 automitrailleuses BRDM à Pobieda et Krasnogorovka. Donc comme on voit, c'est pas bien parti pour s'améliorer quand même, parce que quand vous avez autant de pièces d'armement lourd qui sont proches de la ligne de front et déployées comme ça, c'est que bon, ils vont continuer à nous envoyer des obus sur la gueule, je veux dire, c'est pas juste là pour faire une exposition ou une déco. Autre news un peu inquiétante, toujours de la part des services de renseignement de l'RPD, qui ont reçu des informations sur l'intensification de l'entraînement de plus d'1 millier de combattants issus des organisations ultranationalistes, ou enfin néo-nazis même, ukrainiennes, comme Secteur Droit, Trident et Sich. Parmi ces combattants, une quarantaine est entraînée par des instructeurs du 8e régiment d'opérations spéciales des forces armées ukrainiennes, donc ça c'est très mauvais signe.
parce que c'est le régiment qui entraîne des terroristes, quoi. Je veux dire, habituellement, quand ils entraînent des mecs, c'est pour des opérations crades, hein, quand même. Donc, et justement, il semble que cet entraînement vise à préparer des attentats terroristes sur des usines situées sur le territoire sous contrôle de Kiev. La République populaire de Donetsk craint des attaques soit contre la coquerie d'Avdiivka, soit contre l'usine de phénol de Dzerzhinsk, hein, qui contiennent des grandes quantités de produits chimiques. Je rappelle que de telles attaques provoqueraient une contamination de la région pour des décennies, seraient parfaites pour ensuite accuser les républiques populaires d'en être responsables, justifiant ainsi d'interrompre pour de bon le processus de Minsk. Bon, il semble que le commandement ukrainien, comme d'habitude, se fiche complètement qu'une telle pollution affecterait aussi les gens qui sont de leur côté, ce qui montre bien qu'ils n'ont quand même rien à faire de la population, celles qui viennent prétendument libérer. Bon, en tout cas, la milice populaire de la RPD surveille la situation de très très près et se tient prête à faire face à ce type de situation. On espère que la dénonciation de ces préparatifs suffira à faire annuler le plan, ce qui est généralement le cas d'habitude. Donc on espère que cette fois-ci, ça sera tout aussi efficace que les fois précédentes. Et puis, puisqu'on parle des forces d'opération spéciales de l'armée ukrainienne, on va parler un petit peu de trafic et de corruption. On avait déjà parlé il y a quelques mois en arrière d'un gros trafic de viseurs nocturnes, d'outils de visée nocturne, etc., qui avaient été revendus par des soldats de l'armée ukrainienne et qui étaient en fait des viseurs qui avaient été fournis, viseurs thermiques et de vision nocturne qui avaient été fournis par les États-Unis. Ça continue les trafics, ça continue. Il semble que cette fois ce sont des officiers du 3e régiment des forces d'opération spéciales d'armée ukrainienne qui ont pris 30 monoculaires issus de l'aide américaine pour les vendre en Europe, où il y a une très forte demande pour ce genre de matériel. Il semble que malgré les contrôles qui ont révélé quand même de nombreux faits de vol de dispositifs de vision nocturne et de caméras thermiques, l'aide américaine à l'armée ukrainienne continue d'être allègrement volée et revendue, malgré le fait que l'ambassade des États-Unis avait fait remonter quand même l'information en disant que fallait arrêter de fournir aux Ukrainiens des radars de contre-batterie, des drones, des MV et autres dons d'assistance non létale parce qu'ils les revendaient sous le manteau. Malgré ça, les États-Unis ont quand même donné en 2018 250 millions de dollars d'aide militaire directe. Bon, par contre, pour les javelines qu'ils avaient filées, les Américains avaient pris le contrôle de l'entreposage. Donc ils ont assuré eux-mêmes la sécurité des entrepôts pour s'assurer que les javelines finissent pas chez nous. Mais bon, le reste du matériel, on va dire du plus petit matériel, continue d'être volé allègrement. Puisque je rappelle qu'en novembre 2018, presque immédiatement après l'arrivée du matériel, on avait eu 7 caméras thermiques et 8 dispositifs de vision nocturne d'une valeur d'environ 5 millions de grivnia qui avait disparu de l'entrepôt de cette unité militaire dont je parlais précédemment dans la région de Lvov. Le bureau d'enquête nationale, je rappelle, avait accusé le chef de l'entrepôt d'avoir été négligent, mais l'affaire s'était arrêtée là, quoi. Ils ont même pas cherché, il semble qu'ils ont même pas cherché à savoir qui avait réellement volé, à qui ça avait été vendu. En tout cas, le bureau national d'enquête ne le dit pas. Soit dit en passant, dans cet entrepôt, il y avait quand même 5000 appareils valant 50 millions de dollars. Ça fait quand même un beau pactole. Et la 79e brigade avait reçu beaucoup d'aide, en particulier parce qu'il y avait des relations amicales et commerciales mutuellement bénéfiques quand Yuri Biryukov était le conseiller de l'ancien président. Et donc cette 79e brigade, elle avait été très très bien équipée, même avant l'arrivée de l'aide américaine, les volontaires fournissant les parachutistes avec plein de matériel. Et d'ailleurs, c'est une brigade que les Américains n'ont pas vérifiée pour voir s'il y avait de l'aide, parce que, soi-disant, la zone de déploiement de la brigade était trop dangereuse pour les inspecteurs américains. Mais en fait, ils auraient mieux fait d'aller vérifier, parce que rien que dans la 79e brigade d'assaut, il y a plus de 130 000 dollars de matériel qui ont été mystérieusement disparus. Voilà, ils ont été perdus. Voilà, ça fait cher quand même. Et donc là, le vol le plus récent, c'est des militaires de l'unité A0680 du 3e régiment des forces spéciales, donc 6 soldats ukrainiens de la ville de Kropivnitsky qui ont emmené en Europe une trentaine de dispositifs de vision nocturne, donc des monoculaires,
très demandé par les chasseurs, hein, ceux qui aiment bien chasser de nuit, mais bon, habituellement, c'est des trucs qui sont quand même très très chers. Bon, les Ukrainiens vendent ces monoculaires pour la moitié du prix, hein, donc bon, c'est un rabais non négligeable, donc tu m'étonnes que les chasseurs européens se jettent dessus, hein, à moitié prix, ça vaut le coup. Et en plus, le prix pourrait même encore descendre, hein, puisqu'une grande vente est prévue, puisqu'il y a de nouvelles caméras thermiques avec des viseurs de nuit américains qui vont arriver en Ukraine, et donc les Ukrainiens ont décidé de vider les entrepôts avant l'arrivée du nouveau matériel. Donc voilà, si vous êtes en Europe et que vous avez des mecs qui vous vendent des monoculaires des viseurs nocturnes, des viseurs thermiques à moitié prix, il y a de bonnes chances que ce soit des Ukrainiens qui ont piqué ça dans les entrepôts où se trouve l'aide militaire américaine. C'est magnifique. C'est vraiment superbe, hein, quand même, comme pays, l'Ukraine. Et puisqu'on va parler des accords de Minsk, etc., on continue, hein, dans la lancée de ce qui semble être le fameux scénario, enfin le plan B, hein, de Zelensky. Puisque mercredi, le représentant ukrainien, hein, à Minsk, Leonid Kuchma, a réaffirmé que les questions de sécurité dans le règlement du conflit dans le Donbass étaient prioritaires et que le règlement des questions politiques ne pourrait être abordé que quand les questions de sécurité ont été résolues, ce qui est du foutage de gueule complet. Donc en gros, il faut que le cessez-le-feu soit pleinement mis en œuvre avant qu'il décide d'appliquer les points politiques. Bon, sauf que le cessez-le-feu, il le viole eux-mêmes. Donc en fait, c'est de nouveau l'histoire sans fin, quoi. Hein. Encore une fois, il se trouve des excuses qu'ils violent eux-mêmes, comme ça, c'est bien pratique. Ils n'ont pas appliqué ce qu'ils ont signé. Bon, ça a clairement démontré, hein, qu'ils veulent pas appliquer les accords de Minsk, c'est ce que j'avais dit, hein, voilà, les grands blabla de Zelensky sur le fait d'appliquer les accords de Minsk, c'était que du vent, hein, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alexei Chesnakov, hein, qui est politologue, il a dit que c'était hallucinant, parce que je veux dire, depuis le début, on sait que la mise en œuvre des mesures de sécurité doit être synchronisée avec la mise en œuvre de la partie politique, hein, comme dans tout processus de paix. Hein. Il a dit il est étrange que Kuchma ne le comprenne pas et qu'il ne le veuille pas. Non, en fait, c'est pas qu'il le comprend pas et il ne le veut pas parce qu'en fait, voilà, les ordres viennent d'en haut. Hein. Je veux dire, faut arrêter. Hein. Je veux dire, il me fera pas croire qu'il fait ça dans le dos de Zelensky. Voilà. Bon. Ce que dit Chesnakov, c'est qu'en gros, c'est ce nouveau délire, cet apport créatif de Kuchma, il a appelé ça, peut-être tout simplement ignoré, car ce que la partie ukrainienne suggère maintenant va à l'encontre des accords de Minsk et n'a pas été discuté avec la République populaire de Donetsk et celle de Lugansk. Hein. Donc de toute façon, voilà, tu prends sa déclaration, tu peux l'acheter à la poubelle. Chesnakov a dit qu'il serait quand même plus productif que Kiev fasse ses devoirs au lieu de proposer des idées créatives, hein, sinon ça sera la même chose qu'avec la formule Steinmeier, ils le signeront quand même, mais ils ne feront que perdre du temps. Mais il dit que c'est peut-être précisément ce que Kuchma veut, et bon, la question que se pose Chesnakov, c'est de savoir si Zelensky sait que son représentant à Minsk se comporte en frein au processus de paix, ou s'il porte également la responsabilité du sabotage de Kuchma en tant que président. Bon, personnellement, j'ai de gros doutes que Kuchma fasse ça dans le dos de Zelensky. Hein, je veux dire, le mec fait des déclarations tout à fait publiques. Je veux dire, Zelensky est au courant de ce que raconte Kuchma. Donc, je veux dire, si Zelensky ne fait pas de déclaration disant que ce que dit Kuchma, ça doit pas être comme ça, que c'est de la merde, etc., qui nous dit mot consent. Hein, donc, c'est qu'il consent à ce que raconte Kuchma et que donc Kuchma ne fait qu'appliquer les ordres. En tout cas, pour moi, ça confirme que Kiev n'a aucunement l'intention d'appliquer ce qu'elle a signé, en trouvant à chaque fois de nouveaux prétextes et excuses pour ne pas le faire. Suite à la déclaration de Kuchma, Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, a rappelé le point souligné par Chesnakov, à savoir que les deux volets sécuritaires et politiques doivent être mis en œuvre en parallèle et qu'il n'a jamais été question de faire l'un après l'autre. Bon, pour moi, ça rentre pleinement dans cette histoire de plan B, un scénario chypriote qu'ils veulent appliquer, et plusieurs nouvelles récentes semblent d'ailleurs confirmer cette analyse qui avait été faite. La première, c'est une déclaration qui a été faite par un présentateur TV ukrainien, Anton Mukharski, qui a proposé ni plus ni moins que de bâtir la grande muraille d'Ukraine à la frontière avec les deux républiques populaires.
et de les abandonner en justifiant ça par le fait que les visions du monde de l'Ukraine et des deux républiques sont incompatibles. Donc il a dit en gros, moi mon héros c'est Bandera, eux leur héros c'est Zhukov, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Bon là-dessus il a pas tort. Hein. Bon il y en a d'autres sur les réseaux sociaux qui justifient la nécessité de se couper de cette partie du territoire ukrainien pour éviter que le virus de la fédéralisation, certains c'est carrément le virus pro-russe, voilà, ne gagne tout le pays. Voilà. Donc, comme on voit, la préparation de l'opinion publique ukrainienne, ça bat son plein. Là. Ils sont en train de préparer les gens à l'idée d'amputer le territoire ukrainien de la partie du Donbass qui est pas sous leur contrôle. C'est-à-dire, on est en train de dire aux gens, ouais, enfin, en fait, finalement, vaut mieux se débarrasser de ce territoire parce que ça serait dangereux pour tout le pays. Ah, en gros, c'est un territoire qui est gangréné par soit le virus de la fédéralisation, soit le virus pro-russe. Voilà. Enfin, je veux dire, plusieurs ont dit, ils ont choisi la Russie, laissez-les aller là-bas et puis nous on fait notre vie de notre côté. Donc ils sont déjà en train de préparer l'opinion publique ukrainienne à ce fameux scénario chypriote. Ça c'est clairement évident, je veux dire ça saute aux yeux. Hein. L'autre point qui confirme la justesse de l'analyse de ce plan B, c'est la confirmation de la proximité du gouvernement ukrainien avec les néo-nazis qui prétendent soi-disant menacer Zelensky s'il appliquait les accords de Minsk. Je vous avais déjà pointé la dernière fois des trucs assez évidents, hein, comme la présence du premier ministre ukrainien à un concert de groupe néo-nazis. Là on a une preuve de plus. Parce que des membres du Congrès américain ont demandé à placer Azov sur la liste des organisations terroristes, ce que je trouve tout à fait approprié, personnellement. Mais ça a provoqué une petite réaction au sein des députés de la Rada, et ceux du parti de Zelensky. Donc je parle même pas de partis politiques radicaux, nationalistes, etc. Non, des députés du parti de Zelensky, à la Rada, ont lancé une lettre ouverte, et ils sont en train de collecter des signatures, pour dénoncer, je cite, écoutez bien, le dénigrement public de l'une des unités les plus honorables et prête au combat de la garde nationale ukrainienne, le régiment Azov. Bon, déjà, pour ce qui est de l'honneur, enfin, excusez-moi, ces mecs-là pratiquent la torture sur des civils, maltraitent les civils du Donbass, etc. Enfin, si ça, c'est l'unité la plus honorable, je veux pas imaginer les autres. Bon, mais en tout cas, on voit clairement, enfin, je veux dire, si Azov et Biletsky menaçaient réellement les plans de Zelensky d'appliquer les accords de Minsk, les députés du parti présidentiel seraient pas en train de venir à la rescousse de l'organisation néo-nazie. Je veux dire, faut être logique, hein. S'ils la défendent, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec Azov. Hein. Et que ces petites manifestations contre la capitulation, c'est qu'un cirque médiatique voulu pour faire passer le scénario chypriote. D'accord ? Si réellement Azov menaçait Zelensky sauterait à pieds joints sur la proposition des membres du Congrès américain de placer l'organisation sur la liste des organisations terroristes. Faut être logique. Genre, tu viens pas à la rescousse d'une organisation néo-nazie qui te menace si réellement il te menace. Donc si tu viens à la rescousse, c'est qu'il te menace pas. Voilà. Autre truc, j'avais un petit peu hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, parce que c'était quand même assez croustillant, puisque bon, la Russie continue régulièrement d'envoyer des convois humanitaires dans le Donbass. Là, le 24 octobre est arrivé le 88e convoi humanitaire. Rien qu'en RPD, ce convoi contenait 360 tonnes de matériel médical et de nourriture pour bébés. Et donc Kiev, le ministère des Affaires étrangères ukrainien, a envoyé une note de protestation à Moscou en se plaignant de l'envoi de ce convoi humanitaire. Bon, ça c'est... Moi, j'ai plus de mots quand je vois des trucs comme ça, franchement, enfin, c'est tellement, enfin, c'est pitoyable, quoi. Je veux dire, vous reprochez à la Russie d'apporter une aide humanitaire. Là, on touche le fond. La réponse russe a été mordante, et faite, bon, comme d'habitude, avec un grand style par la porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qu'on ne présente plus, qui a dit « J'ai une proposition pour le ministère ukrainien des Affaires étrangères, essayez d'envoyer de l'aide humanitaire au Donbass au moins une fois, au lieu de présenter une note de protestation à Moscou. » Ouais, je trouve qu'effectivement, l'idée est bonne. Hein, parce que quand on revendique la souveraineté sur un territoire, on ne laisse pas la population crever de faim, tu vois, je veux dire, normalement. Hein, voilà, normalement. Mais le fait que Kiev a jamais envoyé de l'aide humanitaire ici et seulement des obus, ça montre bien qu'ils en ont rien à foutre de la population qui prétendent venir libérer. Hein. Voilà, c'est très simple quand même. Je pense que là-dessus, plus clair que ça, c'est pas possible de faire. Je reviens aussi brièvement sur le dossier du MH17, puisque le détective allemand Joseph Resch a
décidé de retirer sa proposition de transmettre les informations qu'il détient sur le crash du MH17 dans le Donbass, car il considère que le JIT n'est pas intéressé à résoudre cette affaire. Donc c'est ce qui a été indiqué dans une lettre que son avocat a envoyée à RIA Novosti. Le représentant du détective a souligné que ce dernier avait offert son aide jusqu'au 18 octobre, il avait posé une deadline, mais personne ne s'est adressé à lui, ni des membres du JIT, ni du bureau du procureur des Pays-Bas, ni du comité d'enquête de la Malaisie, ni aucune autre institution. Il est écrit dans la lettre: mon client a fait tout ce qui était en son pouvoir pour répondre à une demande publique de soutien, cependant, de manière incompréhensible, cela n'a pas été entendu. Il fait remarquer que ce dossier est clos pour lui. L'avocat d'ailleurs a noté que toute sa procédure d'enquête reste assez inexplicable, et pas seulement pour son client. Il a écrit: Monsieur Ray, je pense que c'est effrayant et troublant parce que ces processus renforcent l'impression qu'il n'y a aucun intérêt réel à la recherche de la vérité et à mener une véritable enquête, mais plutôt que les preuves sont délibérément cachées. Il a aussi nié les informations selon lesquelles Reich aurait vendu les informations qu'il avait recueillies à certaines parties prenantes. Il a dit: au nom de mon client, je suis autorisé à déclarer que ce n'est pas vrai, personne ne lui a jamais demandé de le faire, ni à la presse, ni à personne d'autre. Je rappelle que donc en août, Reich, qui enquête sur le MH17 depuis 2014, avait déclaré qu'il connaissait les noms des responsables de la catastrophe et d'autres données que l'enquête internationale ignore, et il s'est déclaré prêt à partager ces informations avec les Pays-Bas, la Malaisie ou la Russie, à condition qu'elles soient rendues publiques. Et le Premier ministre malaisien avait ensuite déclaré que les autorités du pays étaient prêtes à écouter le détective, mais il semble qu'ils n'ont entrepris aucune démarche réellement officielle pour aller le contacter. Donc en gros, en face aux médias, ils disent oui, on est intéressés, mais il semble qu'ils lui ont pas écrit pour lui demander officiellement, ok, voilà, comment est-ce qu'on met en place la procédure pour le faire. Donc c'est un peu déroutant tout ça quand même. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, écoutez, déjà pour mes collègues journalistes, c'est de pire en pire. Puisque la semaine dernière, le chef adjoint de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine a exprimé ses préoccupations au sujet de la situation concernant la sécurité des journalistes en Ukraine et l'impunité des crimes contre les représentants des médias de masse. Depuis le début d'année, on est déjà à 55 cas d'agression physique contre des journalistes, et on n'a pas encore fini l'année. Ça a été publié dans un rapport, indice de sécurité physique des journalistes en Ukraine établi par l'Union nationale des journalistes du pays. Il a dit: en juillet, août et septembre, 19 agressions ont été perpétrées contre des journalistes en Ukraine et 36 au cours du premier semestre. Au troisième trimestre de 2019, la plupart des cas de violence contre des employés des médias ont été enregistrés à Kiev. Il y en a eu 6 là-bas. 4 cas à Odessa, et il y a en 9 mois un total de 55 cas d'agression physique contre des journalistes ukrainiens ont été enregistrés. Et je rappelle donc ce que j'avais dit la semaine dernière, à savoir que Benjamin Moreau, donc le chef adjoint de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, avait déjà exprimé ses préoccupations concernant la sécurité des journalistes en Ukraine et l'impunité des crimes contre les représentants des médias dans son discours devant la Rada. Il avait dénoncé entre autres aussi le fait que beaucoup de journalistes se retrouvaient sur la liste, sur le purgatoire du site Mirodvorets, qui est un site d'inspiration néo-nazie, comme je l'avais dit, c'est une Gestapo 2.0. Donc voilà, la situation des journalistes en Ukraine, c'est de pire en pire, et ça a pas l'air d'être parti pour s'améliorer. Et puis en matière d'économie, etc., c'est pas mieux, puisque une étude est réalisée par la société Growth from Knowledge a établi un classement des pays européens en matière de pouvoir d'achat, parmi les 42 pays d'Europe, et pour 2019, l'Ukraine est classée dernière. Donc l'Ukraine est le pays le plus pauvre du continent européen. Voilà. Le résumé des résultats de l'étude, c'est que 16 des pays étudiés par l'étude ont un pouvoir d'achat par habitant supérieur à la moyenne, 26, eux, se situent en dessous, et l'Ukraine occupe la dernière place avec un pouvoir d'achat par habitant de 1830 €. C'est pas rond, voilà, je précise. Donc l'étude a démontré qu'en moyenne, les Européens ont 14 739 € par personne à dépenser et à épargner en 2019. Donc on voit que l'Ukraine est genre à 10 fois moins que la moyenne, quasiment.
Ils sont à peine, enfin un peu plus de 10% de la moyenne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Bon, on a vers le haut, bien sûr, le Liechtenstein, hein, qui est en tête de liste avec un pouvoir d'achat par habitant de 67 550 €, hein, dépassant de très loin les autres pays et représentant 4 fois et demi la moyenne européenne. La Suisse arrive en deuxième position avec 42 067 € et le Luxembourg troisième à 35 096 €. Et donc les petits derniers, eh bien, c'est la Moldavie, le Kosovo et l'Ukraine. Donc l'Ukraine fait encore pire que le Kosovo. C'est effrayant. Là, quand on arrive là, je pense qu'il est vraiment temps de se dire que vous avez touché le fond et qu'il faut arrêter de creuser, là, parce que c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Surtout que niveau population, bah, c'est pas mieux. On avait déjà parlé d'une étude qui avait été faite pour nous par un analyste sur l'état réel de la population en Ukraine, hein, qui est très en dessous des 42 millions qu'ils annoncent officiellement, hein, puisqu'en fait beaucoup de gens qui émigrent ne sont pas calculés là-dedans. Mais même en dehors de l'émigration, ça s'arrange pas aussi en interne, parce qu'en fait, ils ont un nombre de décès qui est quasiment le double du nombre de naissances. Là, c'est effrayant quand même. Hein. Rien qu'à cause de ça, donc rien qu'à cause de ce solde naturel, de janvier à août 2019, la population ukrainienne a diminué de 177 000 personnes. Ils ont actuellement 53 naissances pour 100 décès. C'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est là, je vous dis, presque 2 fois plus de morts, de décès, que de naissances. Là, c'est de la folie, complètement, quoi. Rien qu'à cause de ça, en 2018, l'Ukraine avait déjà perdu 233 000 habitants. Hein, et si cette tendance se poursuit pour 2019, là, elle va perdre 280 000 habitants cette année. Enfin, vous vous rendez compte? Rien qu'avec le solde naturel, en 5 ans, l'Ukraine perdra plus de... Enfin, même en 4 ans, là, ils vont perdre 1 million, quoi. En 4 ans, ils vont perdre 1 million d'habitants. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? C'est de la folie. Enfin, juste d'imaginer des chiffres comme ça, quoi. Et je vous dis, ça compte même pas les migrations. Parce que beaucoup de gens qui sortent du pays ne se déclarent pas comme tels. Donc en réalité, ils continuent très certainement sur la tendance qui était celle de l'époque Poroshenko, d'environ 1 million de personnes qui fuient le pays par an. Donc ils perdent 1 million de personnes par an à cause de l'immigration, et ils en perdent environ, un quart de plus à cause du solde naturel. Donc en clair, l'Ukraine est complètement en train de s'éteindre. Par attrition de sa population petit à petit. C'est effrayant. On est en train d'assister vraiment à l'effondrement complet d'un pays. Complet. C'est vraiment... c'est incroyable quand vous regardez ça, et c'est aux portes de l'Europe. C'est aux portes de l'Europe, je vous dis, vous allez vous retrouver avec une Somalie néo-nazifiée aux portes de l'Europe. Voilà, quand le pays a un pouvoir d'achat par habitant inférieur à celui du Kosovo, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Et puis qu'ils perdent, là ils vont perdre 280 000 habitants cette année parce qu'ils font 2 fois moins de bébés qu'ils n'ont de décès. Voilà, ça veut dire clairement, les gens en âge de faire des enfants se barrent du pays. Donc les jeunes partent du pays, il ne reste plus que les vieux. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Quand un pays commence à avoir ce genre de phénomène, t'es en train de toucher la fin, là. Hein, voilà. Et puis, il n'y a pas qu'en matière de population qui sont en train de toucher le fond, en termes de protocole diplomatique aussi, puisque le président ukrainien et son épouse ont été invités à la cérémonie d'intronisation de l'empereur japonais, hein, Naruhito, et la robe jaune clair, la robe couleur sumac que portait la femme de Zelensky, a suscité pas mal de controverses, parce qu'en fait, cette couleur, normalement, fait partie de celles qui sont interdites aux réceptions officielles dans le pays. Donc ça a pas mal parlé, donc après que la photo de la première dame d'Ukraine, Olena Zelensky, a été publiée sur Instagram. Et donc là, les internautes se sont un petit peu déchaînés.
Bon, il y en a qui ont apprécié la tenue de la femme de Zelensky, et d'autres ont dénoncé ce choix en pointant que c'était inapproprié dans cette circonstance. Certains ont commenté ainsi en disant « Les représentants des délégations étrangères ne mettent jamais de vêtements jaunes lors d'une réception officielle au Japon parce que ceci témoigne soit d'un manque de respect pour l'empereur, soit d'une démonstration de lien avec la famille de l'empereur. C'est une violation flagrante de l'étiquette diplomatique. Vous avez manifesté le plus profond manque de respect envers les traditions de l'État dans lequel vous vous êtes rendu pour représenter l'Ukraine, selon un autre internaute. Certains ont supposé que ce geste pourrait nuire aux relations ukraino-japonaises. Certains ont dit désormais l'Ukraine n'aura aucune chance avec le Japon. Et il y en a un qui a commenté en disant c'est peut-être la première et la dernière fois que l'Ukraine participe à ce genre d'événement historique. Voilà, bon, c'est pas la première fois que la femme de Zelensky fait l'objet de critiques quant à son code vestimentaire. Elle avait déjà été critiquée pour avoir choisi un costume 3 pièces que certains ont qualifié d'osé, voire de vulgaire, pour se rendre au dîner annuel des premières dames en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Bon, je sais bien que Zelensky est un clown, ça serait quand même bien que son épouse joue pas ça, enfin surtout avec des pays qui ont une étiquette au niveau justement des codes vestimentaires, etc., comme le Japon, qui sont extrêmement stricts. Non, se pointer en faisant n'importe quoi, enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. On ne me fera pas croire que, enfin, il n'y a pas des gens autour de Zelensky pour lui dire, voilà, attention, tel pays, il y a telle et telle chose à ne pas faire. Enfin, ça me semble quand même la base. Je veux dire, ça montre vraiment un manque de compétences totale du président ukrainien et de l'équipe qu'il y a autour de lui. Je veux dire, ça c'est le genre d'impair qu'il faut jamais faire, quoi. Ça c'est vraiment, je veux dire, le Japon, ils sont extrêmement stricts sur un certain nombre de codes vestimentaires, de couleurs, d'étiquettes à respecter. Ils sont extrêmement stricts sur ça parce que pour eux c'est une question d'honneur. Donc là, en faisant ça, ils ont carrément déshonoré l'Ukraine. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà la situation. Bon, comme je dis, pour l'instant, je vois pas d'amélioration à venir. De ce que je vois, on continue sur le fameux plan B, sur le scénario chypriote. L'opinion publique ukrainienne est préparée. On voit que Zelensky travaille main dans la main avec les néo-nazis, avec ses députés qui sont en train de défendre l'organisation Azov pour essayer d'empêcher d'être classifiée comme organisation terroriste, ce qui serait tout à fait normal et logique. Donc voilà. Semaine prochaine, on va avoir ici un forum international d'investissement ici à Donetsk pendant 2 jours. Je serai bien sûr sur place pour faire un reportage, vidéo, photo, etc. Donc bon, il est possible donc, que vous voyez peut-être pendant un jour pas trop de publications, puisque je vais avoir beaucoup de travail avec tout ça. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep.